On n'est pas sorti des rangs, c'est la galère. Salut à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de notre entretien avec Sébastien, directeur de projet dans un bureau d'études spécialisé dans les questions liées à l'eau, l'environnement et à l'aménagement du territoire. Salut Sébastien. Bonjour Jordan. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Je suis très content de te retrouver. Dans la première émission, on a un peu abordé donc le cycle de l'eau, comment le changement climatique et les activités humaines influaient sur ce cycle. Nous avons aussi parlé du millefeuille administratif et réglementaire de l'eau en France pour finalement évoquer les conséquences du changement climatique sur l'eau dans notre bassin rhodanien. Dans cette seconde partie, je te propose de voyager un petit peu. On va essayer de voir un peu ce qui se passe ailleurs qu'en France. Donc je te propose de changer d'échelle. Est-ce que tu peux citer des exemples criants d'influence du changement climatique sur un territoire et le moyen d'y faire face ? Alors il y a un exemple que je cite assez souvent et qui me tient à cœur en termes d'exemplarité et du côté radical de ce qui est en train de se passer, c'est la disparition des glaciers du continent sud-américain. Alors il y a d'autres zones du monde qui sont concernées, mais on peut évoquer d'abord celle-là. C'est tous les glaciers qui sont situés dans la sphère tropicale, en particulier au Pérou, où il y a une diminution drastique du stock de neige et de glace qui est en train de se passer. Et c'est un phénomène qui a des conséquences très graves pour ces pays. Deux exemples. Je suis un petit paysan du Pérou et j'ai besoin d'eau en saison sèche. En fait, c'était vraiment très bien fait, la nature jusque-là, puisque j'avais un stock de glace qui fondait régulièrement pendant la saison sèche et qui m'alimentait un petit cours d'eau en eau sur lequel je pouvais prélever de l'eau pour faire mes cultures. Ben, si demain, il n'y a plus cette eau-là et qu'elle est tombée en pluie à la saison humide et qu'elle a coulé tout de suite et qu'il n'y a plus ce stock, eh ben, j'ai plus d'eau pour mes cultures pendant la saison sèche. Si je suis un habitant de Lima et que j'ai besoin d'eau potable, et il y a des millions de personnes qui vivent à Lima, ben, j'ai ce stock aussi au-dessus de la ville, perché dans la cordillère andine, et je peux avoir de l'eau dans cette ville parce qu'il y a ce stock. Si demain, il n'y a plus du tout de glaciers dans les Andes, eh ben, Lima est une ville qui risque d'être vraiment dans une situation critique, qui va devoir développer des infrastructures très lourdes pour faire face à ce phénomène de disparition de ce stock de glace et de neige. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y a déjà encore moyen d'empêcher cette catastrophe C'est un exemple très, très criant puisque malheureusement, ces pays-là subissent les émissions de gaz à effet de serre des pays plus riches et des pays beaucoup plus grands, l'Europe, l'Amérique du Nord et puis maintenant la Chine aussi, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, j'ai envie de dire, le coup est parti. Les glaciers ont déjà largement disparu. Entre 70 et les années 2000, il y a eu un quart de la superficie de ces glaciers de la Cordillère Blanche qui ont disparu. Et ça s'est poursuivi largement depuis. Et donc, sur les causes, on y reviendra dans l'émission, mais je pense qu'il y a des choses à faire à l'échelle internationale. Mais malheureusement, il faut déjà agir pour s'adapter. Donc, ça veut dire peut-être réduire les consommations d'eau, faire des économies, mais aussi retrouver des moyens de stocker de l'eau autrement et peut-être malheureusement devoir développer des nouveaux barrages dans ces pays parce que le barrage naturel, que représentent ces milliards de mètres cubes stockés sous forme de glace et de neige, est en train de disparaître. Les barrages, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas forcément extraordinaire comme solution, mais il y a des moments, ça va être peut-être incontournable dans certaines situations critiques, en particulier quand il est question d'eau potable. En gros, ça serait plutôt une vision court terme, c'est un peu... C'est une vision court terme, mais malheureusement, je crains même à moyen terme, long terme, vu ce qu'on a fait à l'atmosphère en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les causes ne sont pas prêtes de disparaître et le climat n'est pas prêt de se refroidir. On est plutôt dans un réchauffement qui va se prolonger et continuer à faire fondre ces stocks. Et alors, ce que je viens de décrire sur la cordillère andine, sur la cordillère blanche au Pérou, c'est vrai aussi dans l'Himalaya. Et il y a plein de zones de l'Asie qui sont concernées par cette disparition des stocks de glace et de neige. Bien sûr, notre bassin rhodanien, on en a parlé la dernière fois, mais là, bien d'autres zones du monde où c'est encore beaucoup plus inquiétant. Donc, c'est un peu un exemple. Souvent, on parle de déplacement de population à venir par rapport au changement climatique. C'est typiquement ce genre de zones qui peuvent être concernées par ce type de déplacement-là. On peut imaginer qu'à terme, des paysans qui arrivaient à cultiver l'amont de ces bassins versants n'aient plus assez de ressources pour le faire et soient amenés à migrer vers des villes. Oui, souvent, les migrations ne sont pas avec une seule cause, mais
ça peut conduire à des migrations de population, tu as parfaitement raison. D'accord, merci Sébastien. Il y a également des conséquences, au-delà des conséquences du changement climatique sur l'eau, il y a aussi des conséquences géopolitiques. On évoque souvent un peu le terme de stress hydrique, qui définit donc la pénurie d'eau. De nombreux pays dans de nombreux continents, comme l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Asie, sont concernés par ça. Déjà, quel est ton regard sur ce stress hydrique croissant dans de nombreux pays ? Alors, c'est un regard moi, j'invite à porter un regard qui ne soit pas simpliste. C'est que souvent, on dit, il y a le changement climatique, il fait plus chaud, donc les pays vont se faire la guerre pour l'eau. Alors, l'eau peut être une source de conflit, mais c'est multi-causal. Il y a d'abord la croissance démographique incroyable qu'on vit depuis le XXe siècle et qui se poursuit largement, une croissance très forte avec des continents qui voient leur population très largement augmenter, en Afrique en particulier. Donc ça, c'est un fait qui est indépendant du changement climatique et qui va même, au contraire, l'aggraver, y contribuer. Donc la croissance démographique. Ensuite, il y a nos changements d'habitudes alimentaires à l'échelle mondiale. Il y a quelque chose de fondamental qui se passe, qu'on observe à chaque fois qu'un pays accède à plus de richesses, c'est que les gens changent leur habitude alimentaire. Et on a une expansion du régime alimentaire occidental avec beaucoup plus de viande. Et dire produire de la viande, c'est produire du végétal pour nourrir les animaux. Et produire du végétal pour nourrir les animaux, ça consomme énormément d'eau. Et finalement, ce qu'on a dans notre assiette, on en avait déjà un petit peu parlé, mais derrière un beefsteak, il y a des quantités d'eau très importantes pour produire les plantes qui ont nourri la vache. Et ça, multiplié à l'échelle de milliards d'humains sur la Terre, eh bien, ça va accroître aussi très largement le stress hydrique. Donc mon regard, j'ai en permanence l'idée qu'il y a plein de causes comme ça. Il y a aussi le changement du climat. C'est vrai que forcément, sachant qu'il y a de nombreux pays qui se développent, et donc le développement entraîne forcément du développement des infrastructures, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'agriculture, et aussi des capacités donc, de consommation des gens. Donc forcément, il y a un impact, et sachant que je pense qu'il y a, comme tu disais, c'est qu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes capacités les uns par rapport aux autres. Nous, l'Europe, on a toujours été connu pour avoir aussi énormément de richesses au niveau de l'eau, que peut-être d'autres pays n'ont pas. Exactement, il y a des zones du monde où on n'a pas la quantité d'eau qui va pouvoir satisfaire ces nouveaux besoins, avec la croissance de la population elle-même qui va avoir besoin d'eau pour son eau potable. Pour sa nourriture, je l'ai expliqué. Donc, il y a des tensions qui peuvent se créer. Et alors là, attention aussi à ne pas généraliser. Quand on dit en Afrique, on manque d'eau, en fait, non, en Afrique, il y a des zones intertropicales en particulier où il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Le fleuve Congo est un fleuve extrêmement abondant. Peut-être 20 fois plus, qui coule 20 fois plus d'eau dans le Congo que dans le Rhône. C'est 40 000 mètres cubes par seconde. Le fleuve Congo à son embouchure, c'est très, très impressionnant. L'Amazone, c'est 200 000 mètres cubes par seconde. Donc là, alors que le Rhône, c'est un peu moins de 2000 mètres cubes par seconde. Alors c'est des chiffres un peu complexes, mais c'est pour resituer l'action. Donc il y a des continents où il y a de l'eau, mais il y a des parties de ces continents où en fait on va avoir au contraire des zones où il pleut très peu, avec des fleuves qui vont être très peu abondants, voire pas du tout de fleuves, des nappes qui existent mais qui sont parfois des nappes fossiles. Si on va pomper dedans, eh bien on épuise un stock. Donc oui, ça crée du stress à l'intérieur des États et ça crée du stress entre les États. Il y a des chercheurs qui relisent le conflit israélo-palestinien en partie sur la question de l'eau. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des clés de lecture de la politique internationale à cet endroit du globe sur l'accaparement de ressources en eau, car elle est stratégique. C'est un Moyen-Orient en particulier, c'est une zone du globe où c'est très tendu sur l'eau. Le regard les relations entre la Turquie et la Syrie peuvent aussi se regarder à travers les ressources en eau. Ok, merci beaucoup Sébastien pour ton regard sur ce sujet complexe qui est la géopolitique par rapport à l'eau. On va aller maintenant vers les solutions, les leviers d'action pour résoudre des conflits potentiels. Pour cela, je vais te faire commenter une petite vidéo que tu m'as envoyée en off et que tu voulais commenter. C'est un extrait d'un reportage d'Éco-Conscience TV au Togo sur la validation de la charte de l'eau du bassin de la Volta. Les ressources du bassin de la Volta, c'est partagé parce que ce n'est pas sur le territoire d'un seul pays. Pour éviter les conflits liés à l'utilisation de cette ressource en eau et puis ces secteurs connexes, il y a agriculture, élevage, les mines, tout ce que vous avez, aucun État ne peut entreprendre des activités qui nuisent à l'autre État. Pour éviter les conflits, il faut développer un cadre. Il faut développer des outils pour régler les différends entre les États. Voilà, la charte, c'est un document fondamental qui vient appuyer cette convention
dans laquelle nos États se sont engagés pour se concerter autour de toute activité de mise en valeur des ressources naturelles de ce bassin pour le bien de nos populations. Voilà pour ce petit extrait vidéo. Je te laisse commenter, Sébastien. Alors, ce qu'on a entendu, c'est un monsieur que je connais bien, avec qui j'ai souvent travaillé, qui est directeur, là, à l'instant où il parle. Alors, il l'est plus, il a pris sa retraite il y a quelques mois, mais il est directeur à l'instant où on l'entend, de l'autorité du bassin de la Volta. Alors, qu'est-ce que c'est que cet organisme ? C'est un des outils qui existent dans le monde, justement, pour prévenir les conflits liés à la gestion de la ressource en eau. Le bassin de la Volta, ça se situe où ? Alors, le bassin de la Volta, c'est un fleuve d'Afrique de l'Ouest qui est partagé par plusieurs États, par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Okay. Donc, on a 6 pays qui partagent le bassin versant de la Volta. Alors, peut-être qu'on reviendra, si tu le souhaites, sur qu'est-ce que c'est un bassin versant, ou c'est l'occasion peut-être de le redire. Ouais, c'est l'occasion. Alors, qu'est-ce que c'est un bassin versant ? C'est une bonne occasion d'expliquer ça. On a une rivière, alors ça peut être la Volta, ça peut être le Rhône, ça peut être la Loire, ça peut être la Seine. Et cette rivière, elle est alimentée par des écoulements, par la pluie, on avait vu le cycle de l'eau ensemble. Et l'ensemble de la surface d'un territoire qui alimente cette rivière, eh bien, c'est ce qu'on appelle son bassin versant. Et un bassin versant, la limite du bassin versant, c'est des lignes de crête. Parfois, quand on se promène en voiture, on voit ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée. Au moment où vous voyez ce panneau, c'est que vous êtes en train de franchir la limite d'un bassin versant, par exemple, entre le Rhône et la Loire. Il y a un panneau, ligne de partage des eaux. Si vous allez au col de la Cérérède sur le Mont Égual, vous voyez exactement ce panneau, d'un côté Méditerranée, d'un côté Atlantique. Voilà. Et donc, le bassin versant de la Volta, il est très grand. Il fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Celui du Rhône, il fait à peu près 100 000 kilomètres carrés. Il y en a qui sont encore beaucoup plus grands. Il y en a qui sont beaucoup plus petits. Et un bassin versant, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sur cet espace-là sont concernées finalement par la gestion du cours d'eau. Et ça va rassembler des gens qui ne pensaient pas avoir des choses à voir en commun. Parce que sur un bassin versant, si celui qui habite l'amont met un produit polluant dans la rivière, celui qui habite l'aval, quelques heures après ou quelques jours après, il va être tout de suite concerné. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ma rivière, elle est toute sale ? Et en fait, c'est parce qu'en amont, il y a une usine qui a rejeté des produits chimiques ou radioactifs, ou je ne sais pas. Donc, il est fondamental que les pays ou les territoires qui partagent un cours d'eau comme ça, qui sont concernés, qui forment une communauté concernée par la gestion du cours d'eau, puissent se mettre autour d'une table et se parler. C'est l'outil de base pour prévenir les conflits. Alors là, je reviens à l'autorité du bassin de la Volta. C'est un organisme international qui a été créé pour que les 6 pays que j'ai cités tout à l'heure se voient régulièrement et partagent des informations et se mettent d'accord sur, quand je fais quelque chose à l'amont, en quoi ça concerne l'aval, et que les pays de l'aval puissent dire à ceux de l'amont, c'est-à-dire ceux qui sont plus haut dans le bassin versant, et qui, s'ils font quelque chose, ça peut avoir des conséquences plus bas, et bien que ceux de l'amont appliquent des règles, respectent des règles de bon usage de l'eau. Alors, ces règles, ça va être quoi ? Ne pas polluer, ne pas trop polluer pour que ceux de l'aval ne se retrouvent pas en difficulté, et puis ne pas prendre trop d'eau pour en laisser pour les voisins. Voilà, ça, c'est les deux grandes idées. C'est je ne pollue pas pour mon voisin de l'aval et je ne lui prends pas toute l'eau pour lui en laisser un petit peu. Alors, dit comme ça, c'est très simple, mais en pratique, ça peut créer, et je reviens aux tensions géopolitiques, sur un bassin comme le Nil. L'Éthiopie est en train de développer un très gros barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance, qui est un barrage énorme, qui est vraiment un très, très, très gros ouvrage, qui peut stocker une très grande quantité d'eau du Nil. Et ça fait énormément peur aux Égyptiens, parce que c'était leur fleuve nourricier depuis l'Antiquité. C'est un fleuve symbolique et puis un fleuve très concrètement qui nourrit l'Égypte. Il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas d'agriculture sans le Nil en Égypte. Eh bien, les Égyptiens et les Éthiopiens, il y a une tension énorme entre ces deux pays de ce fait-là. Voilà. Et alors là, il y a aussi une autorité, il y a aussi un organisme international, mais les relations, ils sont moins simples que pour la Volta. Là, je pourrais parler longtemps sur le Nil, où il y a toute une histoire et un conflit géopolitique très, très lourd entre les pays de l'amont, et en particulier l'Éthiopie, et les pays de l'aval, en particulier l'Égypte. Mais surtout que, par exemple, concernant le bassin de la Volta, il suffit qu'il y ait entre guillemets un mauvais élève parmi les pays pour que ça crée en fait une tension. C'est ça ça doit être extrêmement compliqué à gérer. C'est extrêmement compliqué à gérer. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce fleuve-là. J'ai aussi travaillé sur le fleuve Niger, qui est partagé, lui, par 10 pays. Donc, il y a une autorité qui s'appelle l'autorité du bassin du Niger, où travaillait ce monsieur d'ailleurs qu'on a entendu avant, donc je le connaissais aussi depuis longtemps là. Et on a
aussi beaucoup travaillé avec l'autorité du bassin du Niger pour écrire des textes, les aider à réfléchir sur quand en Guinée, puisque là il y a la Guinée qui est concernée, si la Guinée veut construire un grand barrage, ça risque de retenir l'eau qui avant coulait au Mali et au Niger. Alors ça peut être une bonne nouvelle pour les pays de l'aval. Si par exemple je stocke de l'eau en saison humide et puis que je la libère en saison sèche, les pays de l'aval peuvent finalement profiter de l'ouvrage en amont. Donc ça va être aussi sur la question de comment je gère les infrastructures. Est-ce que je les construis ou pas? Et une fois que c'est construit, j'en laisse pour les copains. C'est ce que j'ai dit. Oui, ouais. Il y a très simple, on peut dire ça, Ouais. de penser que c'est une gestion collective qui est nécessaire, que mon voisin de l'aval a aussi le droit d'avoir de l'eau et que cette eau soit de qualité correcte. Donc au final, ça peut presque apporter le contraire d'un conflit géopolitique. Oui, Ça peut- et c'est marrant que ces organismes-là sont souvent des lieux où les techniciens se connaissent très bien entre pays. C'est au niveau ministériel et une fois par an, une fois tous les 2 ans au niveau présidentiel. Il y a des réunions. Par exemple, il y a eu des tensions dans l'histoire entre le Sénégal et la Mauritanie qui partagent le fleuve Sénégal, qui est même frontalier. L'organisme de mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, qui est cet organisme international qui regroupe les États du bassin versant du fleuve Sénégal, était un lieu finalement qui a contribué à la paix entre ces États. Mais c'est vrai que là, l'exemple que tu cites, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi en France et du coup en Europe, parce que tu disais donc au dernier épisode, tu expliquais donc qu'il y avait des politiques par bassin versant, et donc nous on peut retrouver les mêmes choses avec des. Alors exactement, ça ne sera pas les pays, mais ça va être par exemple les départements. Ouais. Il y a des bassins versants qui sont partagés par 2, 3, 4 départements. Ça peut être même, si c'est un plus petit bassin versant, ça va être les communautés de communes ou les communes. Donc Ouais. le conflit, il existe Ok. potentiellement à différentes échelles. Et à différentes échelles, on va trouver cette solution qui n'est pas simple à mettre en œuvre, mais qui est fondamentale. C'est je mets les gens autour de la table, je crée une institution, je définis des règles de gouvernance et je fais en sorte qu'il y ait des règles édictées simples, mais claires, pour qu'il y ait la paix qui soit maintenue. Voilà. Bah, merci beaucoup Sébastien pour ces super exemples. On va se laisser le temps d'une petite pause musique et on se retrouve juste après.
Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Sébastien. Je te laisse revenir sur la charte de l'eau dans le bassin de la Volta. Oui, j'ai commenté un petit peu l'extrait d'interview que tu nous as passé tout à l'heure. Donc l'interviewé nous évoque le document qu'il appelle la charte de l'eau de la Volta. C'était un petit peu en conclusion de ce que j'expliquais sur les relations internationales en lien avec la gestion de l'eau. Donc ça, c'est un document en fait qui va prendre plusieurs années à être écrit, qui n'est pas très épais, mais qui va être le texte dans lequel s'engagent les États là, du bassin versant, donc les 6 États du bassin versant, à avoir des comportements vertueux vis-à-vis de leurs voisins. Donc, il va y avoir des règles, des dictées, et en fait, ils se donnent entre eux ces règles. C'est signé à la fin par les 6 présidents, les 6 chefs d'État, parce que ce n'est pas toujours des républiques, donc les 6 chefs d'État concernés, et c'est déposé à l'ONU, et c'est un texte, c'est une sorte d'accord international, c'est un accord international qui vise à garantir la paix entre les États vis-à-vis de la gestion de l'eau. Donc, est-ce que ça a une valeur entre guillemets juridique? C'est-à-dire que si tu ne respectes pas cette charte, est-ce que ça peut poser problème? Oui, exactement, ça a une valeur juridique. Après, la question, c'est qui est le gendarme dans ces cas-là? C'est vrai qu'on fait quand même l'hypothèse de la bonne volonté des États dans ces cas-là. Mais enfin, un État peut attaquer un autre État au regard de ce texte qui a été signé par le chef d'État. Et en fait, il y a une convention internationale qui s'appelle la Convention de New York sur la gestion des eaux internationales. Et en fait, c'est une sorte de déclinaison de ce texte, je dirais, de référence. Et c'est une déclinaison locale à l'échelle de quelques pays des règles qui sont partagées. Hein. Donc, les pays se mettent d'accord entre eux. Alors, c'est pour ça que c'est très long à élaborer, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Donc, je pourrais détailler longtemps tous les débats qu'il faut et les réunions nombreuses qu'il faut entre les ministères des pays concernés, les ministères de l'eau, pour arriver à édicter ces fameuses règles où je définis une quantité d'eau, par exemple, maximum que peut prélever chaque État, où je définis le flux de pollution que je peux mettre, maximal que je peux mettre dans la rivière vis-à-vis de mes voisins. Il y a plein de détails techniques, hein, c'est un document je pense qu'il faut être consensuel quand voilà. on bosse avec comme ça. Du coup, comme on peut le voir depuis tout à l'heure, tu connais plutôt bien ces différents pays. Donc, je présume que tu le disais, c'est par rapport à ton métier. Donc, j'en viens à cette question. En quoi consiste ton métier, Sébastien? Alors, mon métier, c'est d'apporter du conseil à des personnes qui doivent prendre des décisions sur de la gestion de l'eau à assez grande échelle. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un cours d'eau qui coule, il y a de l'eau, j'en ai besoin pour de l'eau potable, il y a des gens qui veulent aussi en prendre pour faire de l'agriculture, et il y a quelqu'un qui voudrait aussi s'en servir pour faire de l'hydroélectricité, mettre un barrage dessus, faire tourner une turbine. Donc, mon métier, ça va être d'écouter chacun des usagers potentiels de cette rivière, de comprendre ses besoins, de comprendre la quantité d'eau qui passe dans le cours d'eau, et puis d'éclairer les décideurs sur qu'est-ce qui est possible ou pas de faire pour gérer cette rivière. Donc, à l'international, j'ai travaillé souvent sur des fleuves qui sont partagés entre plusieurs États. Par exemple, le fleuve Niger, qui à l'amont prend sa source en Guinée, qui coule ensuite au Mali, et puis qui va ensuite couler au Niger, puis enfin au Nigeria. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur des projets qu'avaient ces différents États, de construire chacun un barrage, et on a essayé de les mettre d'accord sur la meilleure solution. Est-ce que c'était le plus intéressant que chaque État, la Guinée, le Mali et le Niger, construisent chacun son barrage? Nous, on pensait vraiment que non, et on était là pour accompagner l'autorité du bassin du Niger, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, l'organisme international, qui voulait mettre d'accord ces pays entre eux sur la bonne décision à prendre sur cette politique de grands barrages. Donc voilà, moi j'apporte un éclairage technique et aussi institutionnel en disant, voilà, par rapport aux problèmes qui se posent, voilà les quantités d'eau qu'il y a, voilà ce que ça voudrait dire si vous prenez telle ou telle décision, et puis aussi en termes de ce qu'on appelle institutionnel, c'est-à-dire comment vous pouvez vous organiser entre vous pour que ça se passe le mieux possible. Mais donc, avec la croissance des problématiques liées à l'eau et par rapport au changement climatique, je présume que ton métier va prendre de plus en plus d'importance. Oui, c'est un métier, en tout cas, on ne demande pas de travail, il y en a toujours, voire de plus en plus. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est écouté? Parce que là, j'ai dit que j'étais chargé d'éclairer les décideurs, mais tu as bien entendu que ce n'est pas moi qui décide, Oui, heureusement, hein, ce n'est pas l'ingénieur qui décide, c'est le politique. Donc,
parfois on est suivi, parfois on n'est pas suivi. Ça peut être, c'est un métier où de temps en temps on est un peu déçu d'avoir passé tant de temps pour apporter un conseil et qu'il ne soit pas suivi. Mais globalement, je pense qu'on est là pour apporter un éclairage et orienter les politiques publiques voilà, à l'échelle de la gestion de la ressource en eau, alors soit internationale, mais j'interviens aussi en France localement, plutôt moi, pour ma partie, dans les situations où on manque d'eau, pas dans les situations où on en a trop. Donc il y a des collègues qui travaillent plutôt sur le risque inondation quand il y a trop d'eau, sur les problèmes de qualité d'eau quand elle n'est pas assez propre et qu'il faut plutôt réfléchir aux sources de pollution. Moi, mon sujet, c'est vraiment le partage quantitatif, c'est-à-dire est-ce que je me sers de l'eau pour l'eau potable, pour l'irrigation, pour l'hydroélectricité, est-ce que j'arrive à faire tout ça en même temps ou pas et quelles limites je dois mettre. Et donc, par exemple, je suis très sensible à ces liens que j'évoque souvent entre ce que je mange et finalement ce qu'on utilise comme eau à l'échelle d'un pays ou même à l'échelle du monde, quoi. Et si on parlait en termes de pourcentage, combien de temps de travail, on va dire, t'alloues plutôt au côté étranger ou plutôt en France? Alors, c'est vraiment à l'échelle moyen de mon temps de travail, c'est moitié-moitié. Là, en ce moment, je travaille pour moitié en Afrique du Nord et pour moitié sur des bassins versants du sud de la France. Et question toute bête, sur ces échanges, tu parles quelle langue? Alors là, quand c'est l'Afrique du Nord, on parle français. Quand c'est le bassin de la Volta, il y a des pays francophones et il y a le Ghana qui est anglophone. Donc, dans le bassin du Niger, on a aussi le Nigeria et le Cameroun en partie qui sont anglophones. Donc, en fait, on a des traducteurs dans ces réunions internationales et en fait, chacun parle sa langue. Chaque État parle sa langue et les traducteurs traduisent en traduction simultanée dans la langue. Voilà, pour les quand un anglophone parle anglais, c'est traduit en français pour les francophones et vice-versa. C'est un peu un sport serré pour nous à suivre. Et nous, on est censé savoir parler anglais aussi pour pouvoir échanger avec les anglophones. Disons que la radio est un jeu d'enfant. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut être un peu souple sur les... Et on a des collègues qui parlent des langues exotiques, et c'est vrai que c'est apprécié dans notre métier, qui parlent pour certains chinois ou russes, et c'est vrai que dans certaines zones du globe, sur des bassins versants plus à l'est, ça peut être très utile. C'est par rapport à l'activité de ta structure que tu es allé travailler en Afrique, ou ça a été un choix aussi, où on se positionne selon les individus par rapport à des continents? C'est un choix... Nous, on n'a pas de spécialité. Enfin, très souvent, au sein de notre structure, on est amené à travailler en France et à l'étranger. C'est la richesse du métier. Et c'est même très intéressant de voir que les problèmes de l'eau, ils peuvent être à l'échelle de quelques communes, comme je disais, et puis à l'échelle de 10 États, comme le bassin du Niger, où là, on a une portion énorme de territoire, un bassin versant très, très grand. Et finalement, les sujets sont... On va retrouver un peu les mêmes questions, on va traiter différemment avec des acteurs différents. Et c'est très intéressant de découvrir des nouveaux contextes à chaque fois et de savoir, moi, ce que j'appelle naviguer entre les échelles, c'est-à-dire passer d'une vision très large où je suis à l'échelle d'un petit morceau de continent ou à l'échelle d'un petit morceau de département français. Et ça peut être aussi complexe, même quand c'est petit. Ce qui est vraiment bien, c'est que tu continues à bosser sur les deux tableaux. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que quand une personne, je pense, travaille que, par exemple, qu'en Afrique ou qu'en France, c'est sûr que son regard, il commence un peu à rétrécir, que toi, tu dois pouvoir ramener les expériences d'un côté et de l'autre. Exactement. D'abord, ça entretient, c'est stimulant intellectuellement. Et puis, c'est vrai qu'on peut nourrir les réflexions des uns avec les cas des autres. En fait, souvent, je prends des exemples de France en Afrique ou d'Afrique en France pour relativiser les problèmes. C'est jamais évident. Un décideur, il voit toujours le problème sur son territoire. Mais par exemple, le terme manque d'eau ou stress hydrique, selon qu'on habite le sud de la Tunisie ou une ville des Alpes, ça va pas être la même notion. C'est pas la même notion, mais c'est bien pour nous d'avoir en tête l'échelle des gravités. En tout cas, merci pour l'explication de ton métier. Mais comment tu vois son évolution dans les 5 prochaines années? Alors, ce que je pense de l'évolution possible de ce métier, en tout cas à l'échelle de la société, c'est qu'il va y avoir un besoin, pour moi de plus en plus criant, d'objectivation des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à être dans les débats publics tout de suite dans un débat où il faut du clash, où il faut des avis tranchés, alors qu'en fait, toutes ces questions environnementales, elles sont quand même beaucoup plus nuancées que ce que les médias nous présentent souvent en 5 minutes. Donc, je trouve super, par exemple, le format d'1 heure, 2 heures pour échanger sur un sujet comme ça, parce qu'on peut être plus dans la nuance. Donc, moi, je pressens que par rapport au métier de l'ingénierie dans le domaine de l'eau, de l'environnement, on a intérêt à jouer notre rôle d'expliquer la complexité des sujets. Voilà. Donc, c'est ce besoin de plus en plus grand d'expliquer aux gens ce qui se passe, donc de faire de la pédagogie auprès des décideurs. Il m'est arrivé même d'avoir des demandes d'élus
de venir leur expliquer c'est quoi un bassin versant, c'est quoi un cours d'eau, comment ça fonctionne. Je trouve ça vraiment bien que des élus prennent le temps de se renseigner là-dessus et de ne pas être dans des avis simplistes et de dire c'est blanc, c'est noir. Voilà. Et en même temps, il y a un renouvellement aussi de la manière de présenter. Je pense qu'il ne faudra plus écrire peut-être des aussi gros rapports que les gens ne lisent pas, mais trouver des moyens de communiquer de manière un peu ludique, ou, tout en étant dans la nuance, mais en étant un peu plus en phase avec les moyens modernes de communication, de messages, des petites vidéos, de faire jouer les gens entre eux, etc. Par exemple, pour le rapport du GIEC, ils faisaient une version avec le grand rapport scientifique, puis ils font des versions résumées très, très accessibles, et du coup, ça permet vraiment de faire passer les idées. Oui. Exactement. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Maintenant, je te propose qu'on aille un peu vers les perspectives, donc liées à la fois à l'eau et aussi au dérèglement climatique. J'ai envie d'aller avec toi un peu sur le terrain psychologique et sociologique. On a parlé un peu du comportement face au risque avec Karine Weiss dans l'épisode 5. Pourquoi on n'agit pas quand on est dans l'incertitude? Alors ça, je pense qu'on a un cerveau, on est mal équipé pour le changement climatique. On a un cerveau qui est fait pour ne pas se laisser surprendre dans une forêt sombre le soir par une bête sauvage. C'est comme ça qu'on est fabriqué au départ. Donc là, il faut réagir au quart de tour. Il faut réagir tout de suite dès qu'on se fait agresser. Donc ça, on sait très bien faire. Par contre, on roule tranquillement à quelques kilomètres heure avec un mur qui est devant nous, peut-être à 100, 200 kilomètres. On se dit, là, j'ai encore très le temps de freiner. J'ai encore plein de temps devant moi, donc je peux continuer à rouler. Et notre cerveau, il ne se dit pas que c'est maintenant qu'il faut s'arrêter de rouler. Et le changement climatique, c'est exactement ça. C'est un changement qui est lent, même s'il faut relativiser cette expression, qui est lent vu du cerveau humain. Mais vu par contre de l'histoire de la Terre, c'est très rapide. C'est ça qui est dramatique, c'est que en quelques dizaines d'années, on a complètement perturbé le cycle naturel. Mais notre cerveau, il a l'impression que c'est très lent. Parce que le matin, il se lève, il ne voit pas que la différence de température, il la perçoit pas. Voilà, donc je dirais qu'on est mal équipé cérébralement et qu'il faut vraiment faire un effort cognitif chacun très important et se dire qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Voilà, psychologiquement, c'est ça que j'ai envie de souligner. Et tu penses que le fait qu'on ne voit pas va aussi encourager, par exemple, on va dire les raisonnements de certains climato-sceptiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même en fait, depuis le rapport Mido en 72, on a eu une croissance de multiples indices scientifiques, d'indicateurs scientifiques qui nous montrent qu'il y a des choses qui ne vont pas, et il y a des gens encore qui continuent à contredire. Encore, je peux allumer la télé, il y a des gens qui vont contredire les rapports du GIEC. C'est vrai qu'il y a des contradicteurs, mais moi, je ne pense pas que le fait qu'on agisse peu ou pas soit lié à ça. J'insiste plus sur le fait qu'on a du mal à accepter qu'il faut changer radicalement nos modes de vie dès maintenant. Donc, on a vraiment cette idée qu'on a le temps, alors qu'en fait, on n'a pas le temps. Voilà. Et je trouve moi, je suis plutôt positif dans le fait que il y a peu de gens il y a encore des gens, tu as raison, qui contredisent ces faits-là. Je crois plus que c'est un manque de prise de conscience de l'urgence à agir qui manque. Ok. Et par exemple, donc il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui agissent moins. Est-ce que notre manière qu'on a d'agir actuellement, que ce soit dans le secteur de l'eau ou bien face au dérèglement climatique de manière globale, est-ce que c'est vraiment concret ou ça se rapproche de ce qu'on appelle le greenwashing? Parce que c'est vrai que ça, souvent on entend, on va allumer la télé, on va entendre parler les gens disent non, mais en fait, c'est que du vent ce qu'on fait. Toi, t'en penses quoi? Je pense qu'ils ont en partie raison. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup on se sert du fait environnemental pour se donner une bonne image. Ouais. C'est assez facile de faire ça, de dire, quand il y a quelqu'un qui ne fait pas bien, de dire, regardez, moi, j'ai changé les ampoules, j'ai mis des ampoules qui consomment moins, j'ai mis du bois sur ma façade, j'utilise du papier recyclé, j'ai acheté 3 voitures électriques, et voilà, j'agis pour l'environnement. Et en fait, là, on est dans le superficiel, on n'est pas dans le structurel, on n'est pas dans le systémique, on n'est pas en train de s'intéresser globalement au système qui génère ces émissions de gaz à effet de serre très forts et il y a pas que le changement climatique, il y a l'érosion très grave de la biodiversité, entre autres problèmes. Donc, on repeint sa maison en verre sans penser à la forme des murs, au volume de la maison et à la taille du toit. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, oui, c'est souvent ça, et il y a peu d'actions structurelles pour l'instant. Même si je vois pointer dans la campagne
présidentielle qui arrive là, qu'on parle enfin d'énergie, par exemple. C'est une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si on en parle en bon terme, mais c'est une bonne nouvelle que ces sujets-là viennent quand même dans les 3-4 sujets importants pour les Français. C'est que tout le monde y va de son point de vue. Actuellement, c'est que là, au moins, il y a mais au vraiment moins, du débat. après, Il il y a du débat et c'est ça qui est important de voir. Parce que je pense que sur l'énergie, il y a des grandes orientations à prendre qui sont radicalement différentes. Voilà, donc oui, on va, j'espère, rentrer dans une ère où on va plus infléchir vraiment structurellement les choses que simplement de repeindre la maison en vert. Et tu penses que ce greenwashing, on va dire qu'il en fait, il se justifie principalement pour des raisons financières? C'est-à-dire qu'en gros, ça va être le but, c'est d'être attractif au final? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord pour attirer des financements. Il y a des entreprises qui vont avoir accès à des marchés ou à des financements en ayant une bonne image. Ouais. Voilà. Oui, clairement. Non, mais c'est sûr. Attends, forcément. Même des États. États ont intérêt à communiquer sur le fait qu'ils sont vertueux pour toucher des fonds internationaux. C'est un peu ça que je voulais souligner quand je parlais de financement. C'est plus les États que les entreprises pour se faire financer des projets. Donc, on a tendance parfois à repeindre en vert des projets qui sont des projets d'infrastructure assez classiques. Il y a des vrais projets structurants qui vont dans un sens d'amélioration des choses, mais parfois on décore un peu un peu l'environnement. Bon, la réalité c'est sûr. Projet. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire que ça soit donc toujours que ça soit pour l'eau ou pour le dérèglement climatique, qu'est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'on va avoir une réponse donc financière, donc on parle beaucoup de financiarisation de l'eau, de l'environnement, donc ça c'est des sujets qui deviennent un peu houleux aussi. Une réponse technologique où en fait la réponse elle va résider d'un point de vue vraiment pragmatique dans nos besoins collectifs et individuels. Moi je pense qu'il n'y a pas une réponse. Ouais. De toute façon j'ai ouvert les champs. Les champs possibles et que celui qui arrive qui dit j'ai la solution, faut plutôt se méfier. Et en plus, faut être aussi modeste. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective et je pratique beaucoup ça, de mettre les gens autour de la table et de réfléchir ensemble. On est en train de le faire à petite échelle sur des bassins versants en France, sur comment on s'adapte au changement climatique. Donc, je ne prétends pas et j'aurais du mal à te dire exactement tout ce qu'il faut faire. Après, il me semble qu'il y a des directions où il faut aller. Réfléchir de manière systémique, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est vraiment s'intéresser globalement au lien entre les choses. Je reviens encore une énième fois, mais sur ce lien entre ce que je mange et les conséquences que ça a pour l'eau, mais aussi entre ce que je mange et les conséquences que ça a pour les gaz à effet de serre. Selon que je mange de la viande ou pas, c'est très très différent en termes de consommation d'eau et d'émissions de gaz à effet de serre pour produire toute la nourriture des animaux. Alors voilà, donc devenir tous complètement végétariens, c'est pas forcément ce que je prône, mais que collectivement on prenne conscience de ça, que tout l'impact qu'a une certaine forme d'agriculture et une certaine forme d'alimentation. Voilà une première chose qu'on peut faire, par exemple, parce que ça touche à la fois l'eau, la biodiversité et le changement climatique. D'autres choses qu'on peut faire, c'est éduquer. Moi, je crois beaucoup à l'éducation, à la prise de conscience dès le plus jeune âge et à cette manière de voir les choses avec du lien systémique, de bien comprendre globalement que quand j'agis sur un morceau du système, quand j'agis, quand je cultive mes champs d'une certaine manière, quand je mange d'une certaine manière, ça a une influence sur tout le système. Ça, je pense qu'éduquer les gens à ça, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup la lecture de paysages, c'est-à-dire prendre du recul, apprendre aux gens à prendre du recul, à regarder les choses un peu en grand, à monter au sommet d'une colline, à s'arrêter 1 heure et puis à comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer dans la plaine. Je trouve que ça serait important pour les enfants d'apprendre bien à faire ça. Voilà. Et dans les choses vraiment urgentes pour moi, c'est de réfléchir à nos modes de vie qui génèrent des émissions de carbone qui sont vraiment trop importantes et qui ont les conséquences à l'autre bout du monde. C'est-à-dire mon comportement, il a un impact au Pérou, il fait fondre des glaciers, il fait monter l'eau du Pacifique qui va conduire à la disparition de certaines îles qui sont très peu élevées. Voilà. C'est qu'on en revient même tout à l'heure sur l'histoire de l'incertitude ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que par exemple en France ou dans d'autres pays dans le monde, c'est qu'on le voit moins. On voit moins les conséquences. Voilà, il y a une sorte de dissonance cognitive entre ce que je fais et les conséquences que ça a. Au moment où je mange mon beefsteak, si on me mettait dans ma cuisine, dans ma salle à manger, tous les gens que ça impacte, tout ce qui se passe, eh bien, je pense que les gens mangeraient moins de viande. Mais on sépare notre cerveau au moment où il agit comme ça, il oublie toutes les conséquences que ça peut avoir.
Et de nouveau, moi, je ne crois pas non plus à des solutions radicales. Je ne dis pas, en prenant cet exemple, qu'il faut qu'on soit tous complètement végétariens demain, mais je pense qu'il faut réfléchir à une plus de mesures. Voilà. Toi, tu penses que, par exemple... Plus mesuré et que notre mode de consommation effréné, que ce soit la consommation matérielle ou la consommation en termes de nourriture, a des conséquences vraiment lourdes sur l'environnement. Je vais faire écho un peu aux précédentes émissions. Souvent, je parle de ça avec mes invités, mais est-ce que tu penses que la réponse politique doit être un côté un peu réglementaire, un côté un peu... Voilà, que ça marche par la contrainte ou pas du tout, ça va marcher par l'éducation ou par les deux? C'est que souvent, moi, j'aurais envie de croire que ça marche par l'éducation. Ouais. Ça serait mon idéal. Mais malheureusement, avec un peu de recul maintenant, je pense que ça ne suffit pas. Et donc, je pense qu'il faut doser. C'est pas facile et c'est vraiment de la politique fine, mais entre la contrainte et laisser la liberté aux gens. J'ai pas envie de vivre dans un régime où tout serait imposé et tout. Et ça me fait un peu peur dans l'écologie radicale. Ce côté-là me fait un peu peur où il y aurait des règles beaucoup trop strictes et on nous empêcherait de vivre comme on veut. En même temps, on montre aussi que la liberté totale ne conduit pas à prendre les bons chemins pour l'instant. Bah, c'est vrai que le problème, c'est que dans tous les cas, il va falloir passer par quelques contraintes forcément sur du court terme. C'est sur du long terme, l'éducation, j'en suis certain, portera ses fruits, mais c'est sûr que c'est sur du court terme. Vu qu'on est un peu dans une urgence... Et après, je crois beaucoup à l'exemplarité, c'est-à-dire que souvent, les élites ne s'appliquent pas elles-mêmes les règles qui seraient bien de s'appliquer sur la taille des voitures, sur le mode de vie, sur les émissions de carbone. Voilà, malheureusement, c'est compliqué parce que aussi il n'y a pas d'exemple. Et je pense que socialement, la dimension sociale pour moi est fondamentale. On n'a pas à faire payer aux plus modestes des mesures environnementales trop dures, quoi. Je pense que ça a été un échec. La crise des Gilets jaunes est née de ça. Hein. Ça nous a montré la fragilité de ces politiques environnementales parce qu'on n'a pas bien pris en compte le volet social. Merci beaucoup Sébastien pour ce double épisode sur le sujet de l'eau et du changement climatique. Je te propose qu'on fasse une petite pause musique et qu'on revienne ensemble pour les questions plus personnelles. À de suite.
revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Sébastien pour les questions personnelles. Donc on va parler un peu de ton quotidien, de tes habitudes. Est-ce que tu as des habitudes écolo ? Je pense qu'on est tous l'écologiste de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est plus écolo que nous. Bon, moi, modestement, à mon niveau, je peux citer un exemple, je privilégie énormément le déplacement à vélo et je n'utilise pratiquement pas ma voiture au quotidien. Tous mes déplacements professionnels, j'essaie de les faire en train et j'emmène souvent mon vélo dans le train pour finir le trajet à vélo dès que c'est possible. Et tous les jours, je vais au boulot à vélo. Et pourquoi je fais ça ? Pour plein de raisons. D'abord, je trouve ça excellent pour la santé. Je trouve que la ville serait beaucoup plus belle s'il y avait beaucoup moins de voitures. Et puis aussi, j'ai envie de dire, c'est un lieu de réflexion. Quand tu pédales, il y a plein d'idées qui viennent et je trouverais... ça devrait presque être obligatoire de faire du vélo pour s'aérer pas obligatoire, mais en tout cas, de vraiment suggérer aux gens d'aller faire du vélo parce qu'on voit le monde complètement autrement. Et le matin, quand je double les gens qui font la queue dans les bouchons, ils sont énervés dans les voitures. Je me dis, les pauvres. Voilà. Non, c'est vrai. Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a donné envie un peu de t'impliquer ou en tout cas qui t'a fait gagner en sensibilité par rapport aux enjeux écologiques ou c'est ton métier ou... D'abord, il y a mon éducation et d'avoir été dans une famille où j'avais un père qui était vraiment amoureux des arbres et depuis tout petit, pour moi, le rapport à la forêt et au végétal est très important. Donc, planter des arbres, c'est le roman de Giono, L'homme qui plantait des arbres. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'a touché depuis mon enfance. Et puis, plus récemment, je pense que j'aime beaucoup la montagne et de voir les glaciers fondre physiquement, de voir dans les Alpes la disparition des glaciers me touche énormément. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller sur l'environnement ou en général ? Bon, là, je vais être un peu dans l'actualité. Là, j'avoue que je me suis fait offrir et j'ai offert à Noël, donc il y a eu des tirs croisés comme ça, la bande dessinée de Blin et de Jean Covici, le Monde sans fin, qui est vraiment passionnante, qui apporte, je trouve, un regard très pédagogique sur cette question-là et que je conseille fortement. On ne sera pas forcément d'accord et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec les solutions qui sont proposées à la fin de la bande dessinée, mais en tout cas, pour dresser le diagnostic et donner aux gens des grands ordres de grandeur et comprendre la complexité de la question énergétique à l'échelle mondiale et la complexité du changement climatique, je trouve que c'est une œuvre vraiment très, très pédagogique et très, très bien faite. Ouais, notre invité a choisi également cette œuvre-là. Est-ce qu'il y a une personnalité publique qui t'inspire ? Écoutez, je vais avoir du mal à répondre à cette question. Moi, ce qui m'inspire, c'est d'aller en montagne, marcher. Je vais très souvent le week-end en ski de randonnée ou en raquette ou l'été à vélo ou à pied, m'aérer les méninges en altitude. Et je trouve que c'est très important de prendre du recul. Et ça m'inspire globalement pour faire des temps de pause. Et puis, quelqu'un qui m'inspire aussi, qui est pas une personnalité publique contemporaine, mais qui est un écrivain que j'aime énormément et qui a écrit des très, très belles pages sur la nature et sur l'eau, c'est Julien Gracq, qui est un auteur qui est né tout près au bord de la Loire. Il a beaucoup écrit sur la Loire. Il a décrit vraiment magnifiquement les paysages de la vallée de la Loire. Il a un petit livre qui s'appelle, par exemple, Les eaux étroites, qui décrit, ça fait une 30-40 pages, qui décrit un affluent de la Loire. Et je suis très inspiré par cet écrivain, Julien Gracq. Voilà. Tu t'informes sur quels médias en général et pourquoi ? Je m'informe et j'aime beaucoup la radio, donc j'écoute pas mal les radios de Radio France, principalement France Inter, France Culture. J'aime beaucoup ce média, j'aime beaucoup les radios publiques et aussi des lectures de quotidiens nationaux, Le Monde, La Croix, qui je trouve des journaux très, très bien faits. Et enfin, donc la dernière question, ma question favorite. Si tu devais donner un conseil sur un sujet environnemental au futur président ou à la future présidente. Alors, moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est vraiment d'offrir aux gens la possibilité de se déplacer autrement qu'en voiture et de manière très concrète. C'est-à-dire de rentrer dans le quotidien des gens et de développer ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire le fait que quand j'arrive à une gare, pour les 5 derniers kilomètres qui me restent, j'ai une solution. Et que si j'ai un trajet de 300 km à faire, je ne renonce pas à le faire en train parce que les 5 derniers kilomètres, je n'ai pas moyen de faire autrement qu'avec ma voiture. Donc, je trouve ça extrêmement dommage. Voilà. Donc, je suis très sensible à cette question de l'intermodalité.
je trouve catastrophique la nouvelle qu'anime. On a une deuxième gare maintenant et que la moitié de nos TGV ils passent à 15 km du centre-ville et qu'il n'y ait rien, absolument rien de pratique pour se rendre à cette gare, autrement que de prendre un taxi qui coûte très cher et que le petit bout de ligne de train qui manque là, entre nos deux gares centre-ville et Nîmes-Pont-du-Gard, eh bien, il n'a pas été fait en même temps que la nouvelle ligne TGV. Pour moi, c'est scandaleux. Je vais le dire très clairement. Ah non, mais vous avez... Voilà, je profite d'être là. Et si j'étais le futur président, j'ai envie de lui donner conseil. Voilà, je prends un exemple local, mais que l'idée, elle est globale et que ça multiplie à l'échelle du territoire national. Eh bien, ça permettrait de faire autrement dans nos déplacements. Mais surtout que cet exemple, il n'est pas que Nîmois. Parce qu'il y a aussi la gare fantôme qui est à côté de Montpellier. Qui est il a multiplié plein de fois. Les lignes LGV ont posé pas mal de problèmes. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Ciao Jordan, et un grand merci pour ces 2 heures passées ensemble, c'était très agréable pour moi également. À bientôt Sébastien. Je vais conclure comme toujours en quelques mots. Les défis liés à l'eau sont colossaux. Il y a la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, il y a la protection de nos ressources en eau, il y a limiter l'impact sur les écosystèmes aquatiques, il y a faire face aux risques naturels comme les inondations ou les grandes sécheresses, il y a freiner les conséquences du dérèglement climatique comme la fonte des glaces par exemple. Comme je le précisais dans l'introduction, sans eau, il n'y a pas de vie et quelques chiffres nous alertent à ce sujet. L'OMS parle de 3,4 millions de personnes qui décèdent chaque année à cause de la pollution aquatique. L'ONG Solidarité Internationale parle de 2,6 millions de morts par rapport au manque d'eau. Mais il y a également un impact alarmant sur la biodiversité à cause de l'eutrophisation des eaux douces et marines, de la toxicité de l'eau ou bien de la diminution des réserves. Le dérèglement climatique fait partie des causes, mais nous n'y sommes pas pour rien. Nos industries, nos énergies, notre agriculture, notre consommation quotidienne, plus notre progrès social et économique grandit, plus notre consommation d'eau augmente et vice-versa. Nous devons modifier cette équation, qui va impacter durablement notre planète et ses espèces vivantes. Une coopération entre les pays semble plus qu'indispensable. Changer notre manière de produire, faire une transition énergétique, il est impératif de faire évoluer le fonctionnement de nos activités en parallèle d'une lutte féroce pour limiter le dérèglement climatique. Mais comme dans chaque conclusion, je précise que c'est individuellement que le travail se fait également. Il y a réduire notre usage quotidien d'eau, il y a manger moins de viande, on en a parlé plusieurs fois durant cette émission, et il y a également consommer moins. Par exemple le textile, qui est extrêmement consommateur d'eau et qui pollue également pas mal de nappes ou de rivières dans certains pays. Merci encore Sébastien d'être intervenu sur cette thématique si importante et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. L'épisode sera disponible sur le site des 2 radios et sur les plateformes de streaming. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces mais on peut toujours essayer. Allez bye.